Demain, mardi, les familles des victimes des attentats du 13 novembre vont être reçues pour la première fois par les juges d'instruction en charge de l'enquête. Des familles qui, depuis 6 mois, attendent des réponses. Pour en parler avec nous, Chem Sakrouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien officier de renseignement à la direction du renseignement militaire. Vous êtes donc un expert dans ce domaine. Vous êtes aussi directeur du renseignement stratégique chez Sentinelle. Vous avez participé à de nombreuses missions à l'étranger dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et vous êtes l'auteur de Daesh et Al-Qaïda, le risque terroriste en 40 pages aux éditions UPPR, qui sortira d'ailleurs bientôt en librairie. Demain, donc, il y a quand même plus de 1000 parties civiles qui vont rencontrer les juges d'instruction. C'est une journée, des journées d'échange. Mais finalement, est-ce que ces familles vont apprendre quelque chose de plus que l'on ne sait déjà ? Alors, il y a le secret de l'instruction, il y a ce que les autorités judiciaires vont pouvoir dire aux familles qui n'a pas encore été dit dans les médias. Donc, ça va être des détails, peut-être de nouveaux rôles d'acteurs, d'éventuelles potentielles arrestations à venir. Mais dans les faits, tant que Salah Abdeslam ne donne pas de nouveaux éléments techniques ou de complicité ou de commanditaire, elles n'auront pas grand-chose, malheureusement, je pense. Et justement, Salah Abdeslam, on l'a vu dans la semaine, il ne dit rien au juge d'instruction, il est dans un mutisme total, il est plongé dans un mutisme total. Comment, du coup, vont devoir se réorganiser les services d'enquête, de renseignement ? C'est-à-dire qu'en se mettant dans la peau de Salah Abdeslam, il sait que de toute façon, son rôle dans les attentats du 13 novembre est concret, qu'on a des éléments techniques. Il a lui-même expliqué pourquoi il n'avait pas voulu se faire exploser. Donc il y a une peine au bout. Donc c'est la seule chose qui lui permet de négocier peut-être dans sa tête quelque chose. Donc c'est son dernier secret. Donc le fait de dire « je ne parlerai pas tant que je n'ai pas obtenu certaines choses », il joue un peu son rôle, il négocie. Donc on est en période de négociation. Donc pour répondre à votre question, effectivement, depuis les attentats, les services de renseignement ont bien compris que le maillage était nécessaire pour reconstruire ce qui avait été déconstruit à l'époque en supprimant ce qu'on appelait les renseignements généraux. Donc recruter des gens qui peuvent intéresser sur le plan du recrutement des terroristes, des recruteurs, c'est-à-dire des gens qui sont ce qu'on appelle dans le jargon des ethno-différenciés, des gens qui ont une crédibilité comme potentiels candidats au djihad. Donc là-dessus, ils sont en train de se réorganiser. On a beaucoup de services comme la DGSI qui, au-delà du maillage technique, ce qu'on appelle la surveillance des métadonnées, l'email, le GSM ou tout ce qui peut être échangé de manière numérique n'est plus la seule priorité. Donc il y a aussi le fait de traiter de nouvelles sources, d'avoir de l'échange pertinent avec nos homologues américains qui, je le rappelle, nous ont donné beaucoup d'informations et le background de certains individus en Syrie. Et il y a aussi la réorganisation, comme le fait actuellement de manière remarquable la Gendarmerie nationale, qui est en train de prendre en compte l'aspect du conditionnement humain de ces terroristes pour essayer de catégoriser les profils et savoir à qui ils ont affaire rapidement. Donc oui, la volonté de réorganiser, de pouvoir de nouveau anticiper d'éventuels attentats est pris en compte par les services. Maintenant, entre le recrutement et la mise en œuvre des gens recrutés sur le terrain va prendre du temps. Et comme l'a dit dernièrement le patron de la DGSI, le risque effectivement est avéré. Maintenant, on ne peut pas arrêter de vivre, mais ça existe. Les 10 dernières années, la tendance était quand même plutôt à la baisse, en effet, d'effectifs. Donc là, on est même obligé d'embaucher, clairement. C'est-à-dire qu'il faut redéfinir de nouvelles fonctions. On s'était dit peut-être, quand je dis on, c'est ceux qui étaient en charge et qui le sont encore actuellement, que le renseignement s'était traité d'abord avec une vision américaine, c'est-à-dire la surveillance via le satellite, les interceptions digitales, la surveillance bancaire. Donc toutes ces données-là qui sont une masse de données, ils avaient des systèmes d'algorithmes qui permettent rapidement de pouvoir indexer un individu sur ses liens éventuels avec d'autres noms qui ressortent. Et là, le travail pur du renseignement, comme on l'appelle le renseignement de terrain, c'est-à-dire aller essayer d'infiltrer, essayer de trouver des gens capables de nous fournir du renseignement, avait été négligé. Et donc tout ce travail-là, en termes de doctrine d'emploi, est à remettre en œuvre. Ça existe, mais on l'avait un petit peu mis de côté. Et donc, c'est tout le défi que vont avoir nos services de renseignement. Sur quoi ils vont se focaliser aujourd'hui les enquêteurs, clairement ? C'est-à-dire qu'ils partent déjà de ce qu'ils détiennent, c'est-à-dire des liens techniques, matériels, du transfert d'argent, des rôles, ce que peuvent leur dire d'autres services de renseignement, et puis surtout du renseignement humain. C'est-à-dire que des gens qui ont fréquenté les auteurs du 13 novembre et qui ont été plus ou moins identifiés et qui le sont encore chaque jour, peuvent leur donner du renseignement sur le profil. Qui était en Syrie pour commanditer ? Est-ce que la personne avec qui ils étaient en lien était elle-même le vrai commanditaire ? Donc il faut prendre en compte le fait que quand vous êtes en Syrie, que vous arrivez, que vous êtes un pseudo jeune terroriste en devenir,
quand vous arrivez là, les gens qui vont vous accueillir, c'est pas Daesh. Daesh, c'est une nébuleuse comme l'était Al-Qaïda. C'est des gens qui sont là comme dans un camp d'entraînement et qui sont là, qui sont les anciens et qui vous montrent un peu où vous dormez, ce que vous devez faire et quelle brigade opérationnelle vous allez pouvoir rejoindre. Donc, les vrais patrons de tout ça, ils sont pas très bien connus. La CIA ou la DGSE ou ces services de renseignement ont un petit peu quelques noms des anciens bassistes du régime de Saddam Hussein qui avaient été mis de côté à l'époque et qui sont peut-être les vrais donneurs d'ordre. Mais donc derrière, il y a une volonté de manipuler des gens pour les amener sur une idéologie de religieuse, ce qui fait que les combattants ont l'impression de servir leur Dieu. Mais derrière, il faut se rappeler qu'il y a du trafic d'organes, il y a du transport de pétrole, c'est une plaque tournante en termes même de trafic de drogue. Donc c'est de l'argent, plus des gens qu'on a manipulés ou qui y vont de leur plein gré. Et derrière, donc, on a plusieurs barrières. Et c'est difficile pour les services de renseignement de pouvoir savoir qui a le bon bouton de la commande. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est la première cible de l'État islamique ? Alors, c'est ce qu'a dit dernièrement le patron de la DGSI, M. Calvar. Donc, effectivement, par rapport au nombre de djihadistes qui sont partis de France, c'est fort probable qu'on soit, à l'heure actuelle, vis-à-vis de l'interaction qu'on a sur le volet syrien ou irakien avec les bombardements qu'on apporte. Donc oui, on est clairement identifié comme un acteur majeur de la lutte antiterroriste. Et maintenant, à dire on est plus qu'un autre ou moins qu'un autre, c'est difficile à évaluer. Tous ces fichiers S dans la nature, on s'en est aperçu il y a quelques mois à Roissy, avec 80 personnes qui avaient accès à des zones badgées qui étaient fichiers S. Finalement, on repense aussi à Mohamed Merah en 2012. Donc on se dit, est-ce que finalement à l'époque, c'est quoi ? La menace n'a pas été prise au sérieux ? Oui, c'est la réalité du terrain. On se rend compte que maintenant, on est obligé de se réadapter. C'est qu'à la base, il y avait un problème. Donc, les services de renseignement qui avaient été démantelés sur le plan régional ou sur les communes à travers ce qu'on appelait les RG ont disparu. Maintenant, la détection du problème, elle était faite par algorithme ou par du renseignement qui venait de l'état-major. Et il n'avait plus ce rôle-là en province de dire attention, on a des éléments qui nous permettent de penser qu'un tel individu est potentiellement intéressant pour le renseignement intérieur. Maintenant, ils ne sont que ils ont des fonctions de vérification. C'est-à-dire que c'est Paris qui détecte ou qui leur dit où suivre. Et ça a été le gros problème qu'on est en train de corriger, bien évidemment. Mais effectivement, moi, je le vois de la DRM, j'étais entre 2002 et 2011. C'était pas la priorité. Nous, c'était le RIM, le renseignement d'intérêt militaire. Et je me rappelle qu'à l'époque, les discussions qu'avaient nos chefs sur ces problématiques-là, quand on parlait de gens qui pouvaient venir pour commettre des attentats, c'était pas du tout crédible à leurs yeux et c'était pas du tout une vraie menace avérée. Bon, apparemment, ils avaient tort et on le voit jour après jour. Et en interne, en France, c'est quoi les priorités ? La priorité, c'est d'empêcher de nouveaux attentats. Ça, c'est la priorité numéro 1. Ensuite, c'est de reconstruire un nouveau système de maillage pour pouvoir être pertinent. Et quand il y a une opération en cours, comme l'a fait dernièrement le ministre de l'Intérieur, savoir qui fait quoi à quel moment, on l'a vu avec les problèmes du Bataclan, un service était là, mais il n'est pas intervenu parce que ce n'était pas ses prérogatives au niveau régional. Donc c'est dire, voilà, tel événement, c'est ce qu'on appelle le rétex, le retour sur expérience. Donc malheureusement, ça nous a coûté 130 morts et des attentats, mais on apprend. Et puis, j'allais dire, il faut saluer encore une fois le travail des enquêteurs et des militaires qui sont engagés jour après jour sur le terrain. En période d'état d'urgence, plus il y a une manifestation combinée. Donc imaginez la tension qu'ils peuvent ressentir et la fatigue exacerbée. Donc ces gens-là font leur travail. Moi, je pense que les problématiques qu'on peut évoquer, on se rend bien compte que les gens ne sont pas contents de ce qui s'est passé. Parce qu'on a eu Merah, on a eu la suite, on a eu tous ces phénomènes-là. Ça dépend du politique. Je rappelle que c'est eux qui donnent les ordres. Peut-être les Français eux-mêmes. Au début, on a beaucoup ciblé. C'est les journalistes, les militaires, les juifs. Les attentats de novembre ont permis de voir que c'est parce qu'on est français, un occidental. Donc voilà, tu es une cible. Surtout, il y a un effet recherché. Ces terroristes, quand ils commettent des attentats ou qu'ils font de la propagande sur vidéo, ils cherchent à avoir un effet recherché. C'est créer la défiance vis-à-vis du politique par rapport à des échéances électorales. C'est aussi semer le doute pour qu'on garde son voisin qui est un petit peu typé de manière étrange en se disant, effectivement, il a une attitude bizarre. Donc ce clivage-là, on cherche à essayer de nous faire croire peut-être que derrière nous, il y a un ennemi caché. Donc ça, c'est jouer leur jeu. Et encore une fois, c'est ce qu'ils veulent. Donc la réalité, c'est d'essayer de renforcer notre posture sur le plan défensif, de collaborer peut-être mieux avec les militaires d'autres puissances, avec d'autres services de renseignement, d'avoir peut-être un service européen dédié à la lutte antiterroriste, que sur la lutte antiterroriste, parce qu'il faut rappeler que même en temps de paix, les États se surveillent entre eux. Donc c'est pour ça que tout le monde disait non, on ne peut pas créer une agence de renseignement commune. Ça n'a pas de sens. Mais par contre, donner des moyens et des gens sur des postes précis pour lutter de manière européenne à la lutte antiterroriste, je pense qu'il est urgent de le faire.
C'est noté. Merci Chem Sakrouf, spécialiste en renseignement, auteur, je le rappelle, du livre Daesh et Al-Qaïda, le risque terroriste en France. C'est aux éditions UPPR. Et nous, on se retrouve tout de suite pour l'essentiel de l'info.